Internet est sans aucun doute l'une des inventions les plus importantes de l'histoire de l'humanité. En l'espace de 40 ans, il a totalement changé le monde dans lequel nous évoluons. La façon dont on communique, notre accès à la connaissance, et de manière plus générale, il a connecté le monde entier. Et même si l'impact de cette technologie n'avait pas forcément été anticipé par ses créateurs, sa création, elle, n'était pas du tout le fruit du hasard. Échanger des données à distance a toujours été son objectif précis. Cependant, dans l'histoire de l'humanité, il existe aussi des inventions qui ont également, à leur échelle, changé le monde, mais dont la découverte n'était pas du tout préméditée. Au contraire, on peut même parler de chance, d'accident et même parfois d'alignement d'étoiles. D'ailleurs, ce genre de découverte inattendue a un nom, cela s'appelle une sérendipité. Mais enfin, appelez ça comme vous voulez, mais en tout cas une chose est sûre, l'histoire derrière leurs inventions est souvent insolite, voire même cocasse. Et aujourd'hui, ce sont de ce genre de trouvailles que nous allons vous parler, à commencer par celle du micro-ondes. Bon, comme je vous le disais juste avant, l'histoire derrière l'invention du micro-ondes démarre sur une coïncidence. En 1946, un ingénieur du nom de Percy Spencer se rend à son travail comme à son habitude. Ce dernier est dirigeant dans une entreprise nommée Raytheon Corporation, qui a pour activité principale la construction de magnétrons pour radar. Vous ne savez pas ce que c'est, je ne sais pas ce que c'est, et c'est pas grave. La seule chose que vous avez à retenir, c'est qu'un magnétron, ça fait des ondes. Un jour, n'ayant pas le temps de déjeuner, Percy prit une barre de chocolat qu'il garda dans sa poche, en attendant le moment propice pour la déguster. Cependant, en passant à côté de l'un de ces magnétrons en activité, la barre de chocolat se mit à fondre. Et comme Percy, il a l'esprit vif, il a rapidement fait le rapprochement entre les deux. Et on a déduit que c'était les micro-ondes générées par son magnétron qui avaient fait fondre son goûter. Pour vérifier, il plaça un œuf à côté du magnétron, puis du maïs, et le résultat fut sans appel. Du popcorn et l'explosion d'un œuf, ce qui confirmait sa théorie. À partir de là, s'en est suivi tout un tas de tests et d'expérimentations amenant à la création du premier micro-ondes en 1947, nommé le Radarange. Et pour la modique somme de 3000 $, vous pouviez faire l'acquisition de cet appareil qui mesurait 1,80 m de haut et pesait 340 kg. Juste ça, oui, dans ta cuisine, à côté du frigo. Ça te plaît? L'invention du Viagra. De tout temps, l'homme a tenté de maintenir ses érections. Du temps de l'Égypte antique, on retrouvait même dans les tombeaux des anneaux à mettre autour du pénis, histoire de maintenir le sang dans le membre à la manière d'un garrot. Et en réalité, ce n'était qu'une question de temps avant de découvrir ce que certains appellent aujourd'hui la pilule magique. Cependant, malgré l'obsession de l'homme pour son bangala, la découverte du Viagra n'est qu'une pure coïncidence. En réalité, la molécule présente dans la pilule, le sildenafil, était conçue à la base pour soigner les angines de poitrine, notamment en dilatant les vaisseaux sanguins. Le problème, c'est que le médicament s'est avéré plutôt inefficace. Enfin, inefficace pour sa fonction de base. Car en effet, les hommes l'ayant testé ont tous remarqué comme une sorte de petit effet secondaire qui n'était pas pour leur déplaire. Des érections plus fortes et plus durables, même pour les hommes pour qui il n'était plus possible de gauler dur. L'entreprise Pfizer, à l'origine du produit, a ensuite mené des essais cliniques sur 4000 hommes, et les résultats furent plutôt concluants, ce qui entraîna son arrivée dans les pharmacies américaines en 1998. Et au risque de vous surprendre, le succès du Viagra fut foudroyant, avec plus de 150 000 prescriptions dans les 2 premières semaines de commercialisation et plus de 3 millions dans les 3 premiers mois. Car comme dit précédemment, l'homme voue un culte tout particulier à son bangala. L'invention de la pâte à modeler. Alors dans le cas de la pâte à modeler, elle n'a pas été inventée pour l'occasion, et il faut savoir que cette fameuse pâte existait avant de servir d'outil créatif pour les enfants, sauf qu'elle avait une utilité beaucoup plus terre-à-terre et beaucoup moins fun. En réalité, elle est apparue dans les années 50, à une époque où le chauffage au charbon était le moyen le plus répandu de chauffer sa maison. Alors certes, c'était le moyen le plus efficace, mais c'était catastrophique d'un point de vue propreté, car en effet, ça répandait de la suie partout sur les murs de la maison. Pas ouf. Du coup, pour remédier à ça, l'entreprise américaine Cutol commercialisa une pâte dédiée au nettoyage des murs. Le problème, c'est que le chauffage au charbon a été peu à peu remplacé par le chauffage au gaz ou à l'électricité, rendant au passage cette pâte inutile et laissant l'entreprise Cutol au bord de la faillite. C'est alors que, désespéré et au pied du mur, le créateur de l'entreprise, Noah McVicker, vit une éclaircie. Il entendit parler d'une école qui laissait les enfants fabriquer des petites sculptures grâce à cette fameuse pâte à nettoyer. Car oui, en plus d'être nettoyante, elle était extrêmement malléable. Là, dans sa tête, ça fait ni une ni deux. Il voit dans cette utilisation un moyen de s'adapter et de faire survivre son entreprise. Il retire donc les produits nocifs présents dans sa pâte, il rajoute du colorant pour leur donner un petit côté ludique, et il commercialise quelques mois plus tard, en 1956, la première boîte de pâte à modeler Play-Doh. L'invention du papier bulle.
Alors celle-là, elle est plutôt marrante, et en plus elle découle d'une mauvaise idée qui en plus au final n'a rien à voir avec l'utilité qu'on en a aujourd'hui. En gros, tout part d'une idée simple, une idée qui a surgi du cerveau de Marc Chavannes et d'Alfred Fielding. Réaliser un papier peint révolutionnaire qui puisse être lavé facilement. Pour ce faire, ils ont collé ensemble 2 rideaux de douche transparents, puis les ont chauffés afin de créer des petites bulles pour lui donner du relief. Le problème, c'est que c'était particulièrement moche, et du coup ça a absolument pas fonctionné. En même temps, qui veut des murs en papier bulle? Une fois que t'as pété toutes les bulles, c'est plus du tout marrant et c'est juste moche. Cependant, Marc et Alfred ne se sont pas laissés abattre. En plus, ils avaient tout un stock de papier bulle à écouler. Du coup, ils se sont dit qu'ils allaient le vendre sous une autre forme, sous la forme de matériaux isolants pour les habitations. Inutile de vous dire qu'encore une fois, ça n'a pas fonctionné. Sinon, on aurait tous du papier bulle dans nos maisons pour isoler les murs, ce qui n'est pas le cas, je te rassure. Mais comme Marc et Alfred sont des personnes vraiment persévérantes, ils ont encore baissé leur niveau d'attente et ont commencé à le vendre comme un moyen de protéger les objets fragiles. Et là, banco, c'est enfin une bonne idée, le produit se vend comme des petits pains, d'ailleurs c'est toujours l'utilisation qu'on a du papier bulle aujourd'hui. Protéger les objets fragiles. Même si moi personnellement, je m'en sers plus pour me détendre en pétant toutes les petites bulles. Abonne-toi si toi aussi tu pètes les petites bulles pour te détendre. L'invention des post-it. Alors tout commence avec un chimiste nommé Spencer Silver qui cherchait à créer une colle ultra puissante. Sauf qu'à la suite d'un échec, il a créé une colle pas du tout puissante, mais elle avait quand même la particularité de pouvoir être collée-décollée, collée-décollée, collée-décollée. T'as compris le principe? Alors, il a pas tout de suite eu l'idée de s'en servir sur des petits bouts de papier, au contraire, lui à la base, il voulait la commercialiser sous la forme d'un spray. Spoiler, ça n'a pas du tout marché, et il a décidé de mettre de côté cette colle qui ne collait pas vraiment au final. Et c'est seulement quelques années plus tard qu'un ami à lui, nommé Arthur Fry, à qui il avait parlé de cette fameuse colle qui ne colle pas vraiment, vient à lui avec une problématique très précise. En effet, ce dernier était chanteur dans une chorale, et comme il ne se rappelait pas de tous ses textes, il les notait sur des petits morceaux de papier qu'il posait devant lui. Normal. Le problème, c'est que ces petits morceaux de papier tombaient sans arrêt, ce qui avait tendance à l'agacer, à l'irriter. Bon, disons les termes, le mec était à 2 doigts de péter son crâne. Du coup, en se rappelant de l'invention ratée de son ami Spencer, il s'est dit qu'elle était peut-être pas si ratée que ça au final, et qu'elle pouvait régler son problème. Bah oui, c'est logique, si t'en mets sur une feuille, tu peux la coller, la décoller, la recoller un peu plus tard, sans abîmer la feuille, ni le support sur laquelle tu l'as collée. Idée de génie, des milliards d'euros de bénéfices, et tout ça en partant d'une erreur. Bravo Spencer, bravo. L'invention de la gomme. Alors il faut savoir qu'avant l'invention de la gomme, l'objet généralement utilisé pour effacer était du pain sous forme de petites boules humidifiées. Mais vous en conviendrez que ce n'est pas très pratique pour moult raisons assez évidentes. Cependant, ça c'était avant l'intervention de l'ingénieur britannique Edward Nairn, qui découvrit par pur hasard une matière bien plus efficace que le pain. En effet, il était en train de faire des bails d'ingénieur et à la suite d'une erreur, il voulut effacer un morceau de son dessin. Il chercha un peu partout à la recherche d'un morceau de pain et son regard finit par se poser sur une petite boule qui était posée sur le sol. Il s'en servit et fut surpris par l'efficacité de cette dernière, avant de se rendre compte qu'il ne s'agissait pas d'une mie de pain, mais d'un petit bout de caoutchouc qui s'était retrouvé là par inadvertance. Le frérot n'a ensuite pas perdu de temps et a décidé de commercialiser des petits carrés de caoutchouc sous la forme de la première gomme à effacer d'Europe. D'ailleurs, savez-vous pourquoi une gomme efface le crayon à papier? Pourquoi une gomme gomme-t-elle au final? Eh bien tout simplement car lorsque vous écrivez avec votre crayon, le graphite formant la mine se mêle aux particules de fibres composant le papier, ce qui forme un trait. Et la gomme vient tout simplement enlever les particules de graphite, car ces dernières adhèrent mieux à la texture de la gomme qu'au papier. En gros, la gomme agit comme une espèce d'aimant. Voilà, pour simplifier. L'invention du velcro. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le velcro, c'est tout simplement le scratch que vous pouvez retrouver sur vos vêtements ou sur vos chaussures si jamais vous avez moins de 12 ans. Et la découverte de ce procédé est encore une fois le fruit du hasard, et le mot fruit n'a jamais été aussi bien choisi. Car en réalité, le velcro nous a été directement inspiré par la nature, et plus précisément par le fruit de bardane. Pour la petite histoire, c'est en 1941, lorsque l'ingénieur suisse Georges de Mestral rentrait d'une petite partie de chasse, qu'il fut confronté à la propriété agrippante de cette plante. En effet, après avoir parcouru la forêt et traversé moult buissons, il s'est retrouvé avec plein de fruits de bardane accrochés à ses vêtements et accessoirement au poil de son chien. Intrigué, il décida d'observer ce fruit au microscope pour comprendre son mécanisme. Drôle de premier réflexe, mais heureusement qu'il l'a fait, car en l'observant, il constata que le fruit contenait plein de petites épines qui se terminaient sous la forme de crochets déformables, ce qui leur permettait de se fixer à nos vêtements et grâce à leur côté malléable d'être retirés sans qu'ils se cassent. C'est donc assez solide pour tenir, mais assez flexible pour pouvoir être retiré sans problème. En voyant ça, Georges eut l'idée de reprendre ce système inventé par Mère Nature et de l'adapter à l'utilisation humaine en créant un type de fermeture pour les vêtements. Sur une bande de tissu, il implante des crochets déformables et sur une autre, des boucles de fil. Appliquées l'une contre l'autre, les crochets viennent se prendre dans le tissu et fixent les deux bandes ensemble comme par magie.
Enfin, c'est de la science, mais t'as capté. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a intéressé. Moi je trouve ça sympa de savoir d'où viennent les choses, comment ont-elles été créées. On se pose des questions, on y trouve des réponses, c'est incroyable. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo ou à laisser un petit commentaire, ça nous fait toujours plaisir, on lit tout, sachez-le, même si on répond pas, on voit absolument tout. Et sur ce, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir.